Bienvenue à la 48e vigile de mars 2011. Il reste, à part celle-ci, 5 vigiles à faire pour que nous ayons fait le tour du soleil. Donc, je répète, profitez-en. C'est un espace public ici. N'importe qui peut venir ici, exprimer son opinion, dénoncer une situation, apporter une solution. Et il n'y a pas de censure. Donc à partir de là, il n'y a pas de montage. Tout ce qui se dit ici va rester sur la vidéo. Donc, et puis c'est ça, c'est un espace public. Alors c'est pour venir s'exprimer publiquement. Donc c'est pas un lieu particulier, c'est pas un agora d'université, c'est pas un local de cégep, c'est pas une salle communautaire. On est dans un lieu public et tout le monde peut venir s'exprimer. Donc bonne vigile et place à la lecture de texte et discours. Merci. Dégager un espace. Bonjour Thierry Vincent. Quel beau pas de danse. Hein? Quel beau pas de danse. Dégager la scène. Alors, là je vais moitié lire, moitié parler. Comme j'ai dit, le 17 février, je vais utiliser la tribune que m'offre encore la vigile, puisqu'il n'en reste que 5 après celle-ci, afin de tenter de faire ressentir à l'aide de quelques jalons le chemin qui, selon moi, nous reste à parcourir avant d'avoir véritablement conquis la vision de notre identité collective, étape nécessaire à l'endurcissement de l'âme québécoise. Deuxième jalon, l'imagination. Depuis quelques mois, bon, j'étais tombé là-dessus dans un texte de Michel David, dans une de ses chroniques au Devoir, et puis Denis Raté, qui a utilisé la même solution ici même à la vigile. Donc, des gens ont utilisé le mot « on a besoin d'imagination pour s'en sortir, on a besoin... » c'est ça qui est nécessaire. Et je suis très content d'entendre ça parce que, enfin, je vais pouvoir, dans une optique nationaliste, parler d'un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai réfléchi un petit peu. Et surtout, l'imagination, pour moi, c'est un mot dont le Québécois moyen s'est longtemps méfié. Et il est temps qu'il ne s'en méfie plus et qu'il l'utilise. Mais qu'est-ce que c'est au juste l'imagination? Comment est-ce qu'on peut définir l'imagination? On va faire des débats après si ça vous tente, mais bon. Je vais commencer par décrire une situation qui, selon moi, est l'archétype de la situation sans aucune imagination. Alors, imaginez-vous. Vous avez 2 ans, c'est l'hiver, ça va être facile. On vous a enveloppé dans une espèce d'habit de neige qui vous a transformé en une espèce de poupée semi-rigide, semi-statifiée. Il y a une grosse écharpe qui vous entoure la tête, qui vous couvre la moitié de la face. La partie haute de l'écharpe vous chatouille les fils, vous empêche de fermer les yeux comme vous voulez. La partie basse vous couvre la bouche. Et puis vous avez chaud. Vous êtes en position inconfortable, vous assise. Et puis vous êtes sur une longue banquette, une longue banquette latérale de l'autobus banquette. Vous avez une fenêtre qui n'est pas assez crasseuse pour vous éviter d'être agressé par la lumière du soleil qui vous brûle les yeux. Il y a un grondement continu, des vibrations irrégulières. De l'autre côté des fenêtres, des fils grises. Vous n'identifiez pas tous les fils qui tournent interminablement. Bon. Est-ce qu'on fait une pause pour ajouter la bannière ou on la laisse comme ça? C'est beau? Alors, ça défile interminablement, comme je disais avant la coupure. Et c'est incroyablement dense. Chaque banquette, le plancher, les poteaux et les barres des métals, les vêtements des gens, tout ça a une épaisseur réelle, une épaisseur dont vous ressentez presque l'impact de manière physique. Même si un de vos parents est à côté de vous, il vous donne l'impression d'être très loin de vous. C'est comme si les vêtements étaient des frontières, des gouffres entre les personnes. Et tout est immobile, c'est le présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Votre univers est un autobus qui vibre, qui gronde, fermé. Et la seule chose qui évolue, c'est votre inconfort. Vous êtes là, ou vous en sortirez jamais. Ça, pour moi, c'est une situation sans aucune imagination. On est dans la pure observation. Avec le temps, qu'est-ce qui change? Vous prenez toujours l'autobus. Quand vous y retrouvez, vous êtes encore obligé de rester là sans bouger. Peut-être debout, mais souvent assis.
Maintenant, bon, vous pouvez ajuster vos vêtements, tout ça, mais le trajet vous apparaît beaucoup moins long. Pourquoi est-ce qu'il vous apparaît moins long? Parce que, et là on est dans la théorie, là, vous compressez la durée. Parce qu'une partie de votre esprit est encore à l'endroit que vous venez quitter avant d'embarquer dans l'autobus, et une autre partie est déjà là où vous vous rendez. Une autre partie peut même être tout à fait ailleurs, parce que vous avez la possibilité de lire, d'écouter la musique, de faire des mots croisés, vous récitez la table des multiplications, la liste d'épicerie, n'importe quoi. Parce que, surtout, vous pouvez observer ce qui vous entoure et le démonter mentalement. Bon, par exemple, l'intérieur de l'autobus, c'est un cube rectangle. D'après le défilement des immeubles, ils se déplacent en ce moment à 30 km/h environ. Ah, les pneus sont en caoutchouc, telle structure est en métal, tout ça. Vous pouvez prendre l'autobus et le démonter en toutes ses parties. Vous pouvez imaginer l'autobus lors de sa construction. Imaginez en train de se faire détruire. Vous pouvez le décomposer. Et ça, c'est une partie importante de ce que permet l'imagination. Aussi, le simple fait de visualiser le point d'arrivée, ça vous permet de contracter le temps. Une partie de vous est déjà là-bas, surtout si vous connaissez l'endroit. Plus vous avez une vision claire de l'endroit où vous allez, moins le temps pour s'y rendre va vous paraître long. Et le même phénomène. Bon. Donc, cette schématisation-là, c'est un des mécanismes de l'imaginaire. Le fait de pouvoir décomposer, de plus être soumis au réel, de pouvoir le démonter, de pouvoir le transformer en pensée, en idée, de pouvoir le comparer avec d'autres choses. Un autre mécanisme, c'est la capacité d'imaginer différentes possibilités à partir de ce que vous voyez du présent. Par exemple, si un autre autobus vient en sens inverse, vous vous imaginez, qu'est-ce qui arriverait si les deux autobus entraient en collision? Et ça, c'est pas inintéressant que ça soit souvent des espèces de scénarios catastrophes qui apparaissent, parce que c'est une des premières fonctions de l'imaginaire, c'est de prévoir le danger, de toujours s'imaginer le pire pour tenter de l'éviter. Mais il y a d'autres manières d'imaginer les différentes possibilités. Vous pouvez faire des permutations. Vous pouvez dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait si l'autobus, au lieu de rouler en ville puis il fait froid, roulait dans le désert puis il faisait chaud? Comment seraient les gens? Qu'est-ce qui se passerait? Vous pouvez délirer complètement. Vous pouvez dire, qu'est-ce qui arriverait si l'autobus se mettait à rapetisser? Est-ce qu'on finirait on continuerait à rouler, ou bien la forme grumeuse de l'asphalte finirait par empêcher qu'on roule? Et ça peut partir dans tous les sens. Le jeu de l'imagination, c'est que vous pouvez échanger des éléments et les modifier dans tous les sens, à l'infini dans tous les sens. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez vous faire des représentations schématiques. Vous pouvez, par exemple, si je vous demande d'imaginer que je tiens un cube ici, vous pouvez vous imaginer que le cube est dans ma main et voir un cube. Et vous pouvez vous dire, tiens, je viens de représenter le réel sous forme de cube. C'est un cube rouge. Voilà. Vois le cube que je tiens dans ma main. Ça y est, je le vois. Tu le vois là? Bon, c'est ça. Il est rouge. Ça. Il est rouge. Moi, il est bleu. Il est là. Cette schématisation du réel, ça nous permet de... Là, je tiens un cube imaginaire, c'est le fun. Donc, Donc, là, je perds mon fil, alors je vais me rattraper. Donc, mettons que ce cube, c'est une représentation schématique du réel. À quoi sert l'imaginaire? Si le cube représente le réel, et qu'en fait, le réel, c'est une des faces du cube. Normalement, quand on observe le réel, on ne voit qu'une face du cube. Mais si par déduction, ou bien parce que on me l'a appris, je sais que le réel, ce n'est qu'une face d'un cube à 6 faces. Qu'est-ce que l'imaginaire me permet de faire? Je suis collé sur le réel et je peux m'en éloigner. Je peux reculer jusqu'à ce que je vois le cube au complet. Je peux faire pivoter le cube, le regarder sous toutes sortes d'angles, et je peux commencer à me dire, il y a peut-être d'autres choses autour du cube, et commencer à élargir, travaille le cube, ma vision du réel. Donc, l'imagination, avant tout, sa première fonction, c'est de prendre du recul par rapport au réel. Et ça se fait, premièrement, en schématisant le réel, deuxièmement, en ajoutant au réel toutes sortes de variantes, des scénarios, genre qu'est-ce qui serait passé si l'autre autobus est entré en collision avec celui dans lequel je suis, des modifications, qu'est-ce qui se passerait si l'autobus était dans un autre environnement et je peux permuter les environnements à l'infini. Des modifications, et des permutations. Et le troisième point, c'est en créant des schémas théoriques. Par exemple, dire, je vais créer des espèces d'images comme un cube et la représentation du réel, ou
tel graphique ou tel schéma, c'est la représentation des variantes économiques. Ça, ce sont des projections théoriques. Et l'un des schémas théoriques permet par exemple de lier ce qu'on perçoit du moment présent à d'autres observations et de créer des sortes de courbes. Et en créant ces courbes-là, on arrive à faire des déductions vers l'avenir, d'une certaine manière. Là, j'essaye de sauter des bouts trop théoriques pour que ça reste intéressant un peu. Donc, il y a des schémas, des courbes qu'on peut faire de manière très simple et très primaire, du genre, si j'attends l'autobus au coin de la rue qui arrive toujours 5 minutes en retard, chaque matin, je vais me dire, il va arriver 5 minutes en retard. C'est une déduction logique. Je ne me trompe pas trop, il est toujours arrivé en retard, il risque d'arriver en retard encore là. Mais on peut faire d'autres schémas plus subtils. On peut combiner différentes observations de différentes choses. Et un peu comme on suit des courbes, on peut commencer à imaginer le point de jonction de ces différentes courbes-là et arriver à des déductions à des niveaux beaucoup plus subtils, et genre des études sociologiques, et dire, bon, il y a tel groupe qui a telle tendance, tel autre, ils vont entrer en collision à tel moment, il va y avoir une friction à telle chose si tel élément est amené. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails parce que les exemples seraient interminables. Mais maintenant, comment ça marche l'imagination? Comment on peut avoir de l'imagination? Selon moi, il y a deux approches. Il y a ce que j'appelle l'approche consciente et l'approche subconsciente. L'approche consciente, qui est un peu la permutation dont je vous ai parlé, c'est de faire, je suis dans un autobus l'hiver et je vais même m'imaginer cet autobus dans un autre environnement, un autre décor. Et donc cette approche consciente-là, cette permutation-là, je compare ça un peu à la mise en place de briques. C'est-à-dire que consciemment, on fait un exercice de changer tel élément pour tel autre élément, tel autre élément pour tel autre élément. C'est quelque chose de mécanique et de régulier. L'approche subconsciente, c'est autre chose, c'est une toute autre dynamique. C'est comme si on observait des branches qui poussent et se ramifient en accéléré. Donc, ça, je l'ai dit. Bon. Donc, c'est... Je vais sauter vous là. Parce que quand il faut savoir, c'est que quand je vous dis, imaginons l'autobus dans le désert, que j'écris ce texte, c'est pour expliquer comment fonctionne l'imaginaire. Moi, j'ai pensé à désert. Il n'y a aucune logique dans cet exemple-là au niveau extérieur. Si partant de cet exemple-là, je dis, OK, partons de l'exemple, on a pris l'autobus en ville l'hiver, on l'a mis dans un désert. À partir de là, soyons systématiques et appliquons l'imaginaire de manière mécanique. On va dire qu'on va promener l'autobus dans une jungle, on va le promener dans une favela, on va le promener dans toutes sortes d'endroits et ça va se faire de manière très mécanique. Mais qu'est-ce qui a fait que dans ma tête, j'ai joint l'autobus au désert? Ça appartient à une logique qui m'appartient à moi, qui est subconsciente. Et si je veux arriver à une suite logique d'autres mots, là, ce que j'ai fait en faisant le travail, c'est que je me mets en état d'observation de comment fonctionne mon subconscient. C'est-à-dire que je vais laisser aller les choses. Je vais me mettre en espèce d'état pas de contemplation, mais de me mettre à l'affût d'une certaine manière. C'est-à-dire, je vais laisser les mots venir tout seuls et les images venir tout seuls. Et là, les ramifications vont se faire, les choses vont se laisser aller et la suite d'images va se créer d'elle-même, d'une certaine manière. Pour faire ça, ce qu'il faut, c'est simplement développer c'est un peu comme aller à la chasse et faire de l'ornithologie. Il faut se mettre en état d'observation et en état d'attente. Il faut laisser les idées venir toutes seules. Le subconscient va nous envoyer des images et créer une espèce de schéma. Est-ce que vous me suivez ou je suis complètement rendu dans le... Parce que j'ai de la difficulté parce que je suis en train de lire et de parler en même temps et de sauter dans l'autre, donc c'est un peu compliqué malheureusement. J'ai pas assez préparé ça en forme de notes. Faites un univers parallèle. Hein? Tu nous amène dans un univers parallèle. Je vous amène, oui, mais univers parallèle. Les carrés rouges qui volent. Non, mais tu parles de la différence entre le réflexe subconscient d'imagination et le réflexe plus conscient et mécanique d'appliquer l'imagination de manière mécanique et tout ça, mais la partie subconsciente va amener beaucoup plus loin, mais demande d'être dans une espèce d'état d'esprit où on est
tout simplement en état de réceptivité, si vous voulez. C'est-à-dire les choses vont se faire et puis les schémas vont se créer. Et donc, je vais revenir à mon texte pour tout ça. Alors, pour le percevoir, il faut tout simplement laisser aller. Pour se faire le conscient, ne doit pas s'éteindre, mais demeurer à l'affût. La tâche consiste à saisir, à sélectionner puis à mémoriser. On ne fait pas apparaître une idée, on l'attend. Cela demande une certaine patience. Cet état d'esprit dans lequel on se retrouve parfois ne se commande pas. On peut plus facilement choisir d'en sortir que d'y entrer. Mais on s'y retrouve assez souvent de manière naturelle. On l'appelle le rêve éveillé ou quand l'esprit va à la campagne. Une sensation de mouvement alors que rien ne bouge autour de nous et que nous non plus, nous ne bougeons pas. Donc quand on est dans un état serein, tranquille, et que nous non plus, on n'est pas en train de faire quelque chose nécessairement, ou si on fait quelque chose de répétitif et mécanique. Et cela vaut mieux car tout mouvement extérieur, toute décision consciente menant à un mouvement est une distraction. L'idée n'est pas d'être concentré, mais d'être attentif. Juste reconnaître cet état lorsqu'il survient. Et alors on laisse flotter, on regarde les images aller, on retient les plus intéressantes. Et parfois arrive une idée. Une idée, c'est un lien entre deux informations, c'est une combinaison d'informations. Là, j'avais différentes catégories de sortes d'idées, de schémas qui apparaissent, mais je peux vous épargner. Mais pas besoin d'insister lourdement sur les possibilités qu'offre l'imagination. C'est une faculté de prendre du recul afin de trouver des solutions, dégager un espace autour d'un problème, le regarder de haut, de loin, pouvoir l'observer comme à la loupe ou même au microscope, le mettre en perspective. On dit des rêves qui permettent au cerveau de traiter les informations de la journée. Est-ce que vous avez remarqué, bon, moi, je ne sais pas si c'est une observation strictement personnelle, que dans le récit que vous tirez de vos rêves au moment de reprendre conscience, les faits insignifiants de la journée sont devenus primordiaux, pendant que les faits importants et préoccupants de la journée sont devenus légers et presque insignifiants. Cette inversion d'importance des éléments d'une journée, c'est selon moi ce qui permet de considérer les aspects les plus importants de notre vie avec un certain détachement. Parce qu'il y a inversion des trucs et on a pu regarder de loin des choses qui nous troublaient et les regarder comme si c'était des petites choses insignifiantes dans une espèce de récit subconscient. Et donc de trouver des solutions, de pouvoir les cerner et puis de trouver des solutions à ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous avons tous des limites physiques, on est tous limités dans le temps. On peut accomplir un certain nombre de choses chaque jour et pas grand-chose finalement. Au contraire, nos capacités mentales sont extensibles. Notre pensée peut se projeter très loin et avec beaucoup de facilité. Avoir une vision élargie des choses permet de poser des gestes quotidiens en ayant l'impression de progresser dans la bonne direction. Et pour faire ça, il faut envoyer notre esprit en éclaireur, partout, dans toutes les directions. Aucune direction peut être mauvaise. Toutes mènent potentiellement à des solutions. Il ne faut se bloquer en rien dans la pensée. La pensée doit aller partout et explorer partout. Il ne faut pas peur d'envoyer son esprit en arrière et de s'imaginer parfois minutieusement ce que pouvait être le passé. De la même manière, on doit être en mesure de le projeter en avant et de se forger non pas un, mais plusieurs avenirs possibles. On peut aussi l'envoyer sur les côtés en quelque sorte et jouer avec ce qu'on considère être l'histoire, même avec ce qu'on considère être le réel. Il n'y a pas de blocage à faire, il faut enlever tous les blocages à la pensée qui peut aller dans tous les sens. Comme pour toute chose, plus on utilise l'imagination, mieux on peut l'utiliser. Par rapport à la situation nationale, il n'y a pas de gens tournés vers le passé opposés à des gens tournés vers l'avenir. Il est impossible de voir l'avenir si on ne voit pas le passé. Et plus on voit dans le passé, plus loin on peut voir dans l'avenir. Ce qui existe, selon moi, c'est un spectre. À une extrémité, tu as des gens qui ne voient que le moment présent. À l'autre, tu as des gens qui peuvent projeter leur esprit en arrière comme en avant. Des dizaines d'années en arrière, des dizaines d'années en avant, ou des centaines d'années en arrière, des centaines d'années en avant, des milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années, plus loin encore. On peut aller à l'infini dans ces directions-là. Et qui au Québec s'imagine le Québec dans 1000 ans? Qui peut se l'imaginer dans 100 ans? Qui se donne la peine de l'imaginer dans 100 ans? Croyez-vous qu'on puisse créer un pays en ne se projetant que 5 ans dans l'avenir? Croyez-vous vraiment que 20 ans suffisent? Sans vision à long terme, il n'y a pas de pays. Il y a encore dans notre conscience collective d'immenses zones en friche qui n'ont jamais été explorées et qui doivent nécessairement l'être pour nous permettre de bouger. Avant l'action, il y a l'élaboration d'une sorte de plan de société. Avant l'élaboration de n'importe quel plan, il y a le rêve. Avant le rêve, il y a le délire. Avant le délire, il y a le jeu. Rien ne résiste au jeu. En fin de compte, toutes les solutions à tous les problèmes existent. Elles peuvent toutes être trouvées.
Mais pour cela, il faut permettre à l'imagination de se manifester. Cependant, les structures mentales qui permettent à l'imagination de se développer sont fragiles. Surtout, elles demandent un environnement, un mode de vie qu'on pourrait taxer de luxueux. Parce que oui, l'imagination est un produit de luxe. On a compris que si elle ne demande pas beaucoup d'argent, elle demande beaucoup de temps. De longues périodes de temps. Et surtout une grande disponibilité d'esprit. Il n'y a pas grand-chose à voir avec la vie de labeur rémunéré et de plaisir préfabriqué qu'on nous présente comme étant la norme. Ce qu'on appelle avoir de l'imagination, c'est savoir se tenir à l'affût des idées qui peuvent surgir. Se tenir à l'affût, exactement comme pour la chasse ou l'ornithologie, demande du calme, de l'attention et de la patience. Elle demande d'être en phase avec ce que l'on observe. Il faut toujours être disponible. Quand le germe d'une idée passe, il faut être prêt à le contempler, à lui accorder toute notre attention afin de lui permettre de se développer. Ce n'est pas quelque chose qui se met sur la glace en mode attente. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut ranger dans sa mémoire. Une idée achevée, oui peut-être. Une théorie aussi, quoiqu'il vaut toujours mieux prendre des notes. Mais jamais une idée en train de naître. Quand elle passe, c'est fini. Il y aura d'autres idées, mais plus celle-là. Partant de là, il est facile de comprendre qu'il existe des freins à l'imagination. L'imagination est stimulée par des éléments extérieurs, mais l'esprit d'un individu doit pouvoir se détacher de ces éléments extérieurs afin de créer librement des associations. Si on ne permet pas à l'esprit d'un individu de se détacher du monde extérieur, si on continue à accaparer son attention, à le stimuler, sans jamais le laisser tranquille, l'individu finit par devenir en quelque sorte la marionnette des stimuli extérieurs. Or, si ces stimuli sont continus, ce qui constitue une situation quelque peu artificielle, c'est qu'ils sont le produit d'une volonté. Et s'ils sont le produit d'une volonté, c'est qu'ils servent un objectif. La musique, par exemple, est un grand mot à idée. Elle canalise les pensées. Demandez-vous pourquoi on entend de la musique partout. L'imagination créant ses propres lois, c'est-à-dire demandant qu'on l'attende pour finir par apparaître, demandant que l'on soit toujours disponible pour elle, on comprend que le simple fait d'avoir des horaires trop fixes, surtout s'ils sont très morcelés, casse le rythme intérieur des pensées d'un individu, rythme qui n'a rien à voir avec le système horaire basé sur les 24 heures d'une rotation terrestre, par exemple. Une vie dont chaque journée est planifiée étouffe irrémédiablement l'imagination. Un troisième frein à l'imagination est évidemment la négation de l'imagination. Un individu qui considère qu'il n'a pas d'imagination ne laisse évidemment aucune chance à celle-ci de se manifester. Un individu qui se fait dire par les autres qu'il n'a aucune imagination doit avoir la foi pour réussir à développer cette imagination. Un individu qui se retrouve seul à croire en l'imagination dans une société qui la nie finira par ne plus pouvoir communiquer avec son entourage. Un individu encouragé par son entourage, écouté par lui, écoutant lui-même ses semblables et les encourageant à son tour, atteindra dans la résolution de problèmes, des sommets et des vitesses que ne connaîtront jamais des sociétés pour qui être un bébé de 2 ans, engoncé dans un habit de neige, enfermé dans un autobus surchauffé, ne percevant de la réalité que ce qui se trouve sous ses yeux, constitue la seule facette de l'existence à laquelle les êtres humains méritent de s'agripper. En conclusion, l'imagination n'a rien à voir avec la divination. C'est parce qu'elle peut se déployer en des centaines de scénarios que l'un d'eux peut effectivement être celui qui va finir par advenir. Le conscient doit sans cesse faire des tris, des comparaisons, des classements. Le conscient ne doit pas déconnecter, il faut toujours qu'il soit là à surveiller. Un esprit imaginatif n'est pas déconnecté du réel. Il l'observe de plus loin et sous plus de couture. Il contourne les images préfabriquées que d'autres tentent de lui imposer. Il sait que le réel est une perception, qu'il est le produit d'un discours sans cesse réitéré et toujours légèrement modifié et mis au point. Il sait surtout que l'imagination la plus débridée est toujours soumise, en fin de compte, à la perception de cet univers qui nous entoure. Au fil des siècles, des découvertes, des constats, cette perception peut s'affiner ou s'affaiblir, mais l'univers lui-même et tout ce qu'il a à nous offrir sera toujours plus vaste et surprenant que l'idée la plus folle qu'un esprit humain pourra jamais avoir. Merci. Bravo. Bravo. On se va de ça, Peut-être une chose, c'est que plus on a de l'imagination. Devant la caméra. Oui. Non. Parce que là... C'est sérieux. Excusez-moi. On a une météo un peu difficile. Le soleil est encore caché derrière le palais de justice, de l'injustice. Et il neige. Donc, on va procéder, puis il y aura plus du temps pour les discussions après. J'ai eu une idée dont je vais vous faire part. Je suis plus près de la caméra parce que le bruit du vent et le bruit de la bannière nuit à l'enregistrement, donc je me suis rapproché.
je vais vous parler d'un numéro du journal Le Jour, dont j'ai une photocopie ici. Journal Le Jour, la semaine du 16 au 22 décembre 1977. Alors, le journal Le Jour, c'est un journal indépendantiste qui a existé pendant quelques années. C'était le journal du Parti québécois. Il y avait M. Michaud là-dedans, M. Parizeau. Et puis, cette fin de semaine-là, il y a eu un numéro spécial avec un supplément sur la défense d'un Québec souverain. Voyez-vous? La défense d'un Québec souverain, la question interdite. Alors, le dossier est assez, consistant. Donc, je vais vous lire quelques pages à chaque semaine dans les vigiles qui restent. Ça va être un peu comme la lecture de Sun Tzu, ou Sun Tzu. Et d'ailleurs, l'auteur du dossier, c'est M. J.R.M. Sauvé, un géopoliticien, un disciple de Sun Tzu. Le dossier comporte des sections. Ça commence par un éditorial. Ensuite, vous avez un portrait de M. Sauvé. Ensuite, vous avez le problème de la défense québécoise pour une politique de la défense québécoise, aspect géopolitique de la défense québécoise, confédération versus périphérie et péninsularité. Bon. Alors, je vais commencer par l'éditorial qui avait été écrit par M. Evelyn Dumas. Evelyn, drôle de nom, c'est le masculin d'Evelyne. Alors, pourquoi parler de la défense? Le pacifisme est souvent même le pire ennemi de la paix. Car dans son impatience, pleine de bonnes intentions, il nous ramène dans les vieilles ornières qui conduisent ingénument à la guerre civile ou étrangère. Ça, c'est une citation de Gaston Boutoul, publié dans le livre La paix, Presse universitaire de France, collection Que sais-je, 1974, page 99. Alors, la seule évocation, dans une conversation par ailleurs anodine, de la question d'une politique de défense du Québec indépendant, provoque chez la plupart des indépendantistes un mouvement de retrait, presque panique. L'intensité viscérale du refus de considérer cette question est autre chose qu'une opposition idéologique. Parler de défense, c'est-à-dire de rapport de force, fait peur. C'est en pleine conscience de cette peur et de ses racines aussi profondes que diverses que le journal Le Jour présente aujourd'hui la première de 2 tranches d'une proposition pour la défense du Québec souverain, ainsi qu'un texte introductif. Un des effets de l'état de dépendance du Québec a été de priver son peuple d'une conscience historique. C'est-à-dire non seulement le priver d'une connaissance utile de son propre passé, mais aussi de cette sensibilité aux rapports multiples entre les hommes d'une époque et les territoires qu'ils occupent, dont sont faits les jugements pertinents sur les voies qu'une communauté spécifique peut emprunter. Sur ce fond de méconnaissance sciemment entretenue par le dominateur, en ce dernier siècle, l'État central canadien est très justement qualifié d'impérial par le ministre Frédéric Tremblay dans l'interview que nous publions aujourd'hui. Sur ce fond de confusion et d'incompréhension, l'adversaire du Québec peut jouer dans le sens de l'asservissement et, pourquoi pas, de l'anéantissement d'un peuple. Que l'on songe aux événements théâtraux d'octobre 70 et des effets dépressifs qu'ils ont eus sur tant de Québécois. C'est à la méconnaissance que le jour commence à s'adresser avec le dossier sur la défense qu'il soumet aujourd'hui. Là-dessus, il se dit rarement des choses très neuves. Seule l'application est l'art de l'instant. Au 6e siècle avant l'ère chrétienne, Sun Tzu, un stratège chinois, a écrit Un art de la guerre qui inspire depuis philosophes et militaires, Mao Tse-tung, Nasser, aussi bien que des commandants britanniques et des philosophes français contemporains, entre autres, qui en ont fait leur livre de chevet. Ce livre commence par ces mots. Sun Tzu dit « La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort.
La conservation et la perte de l'Empire en dépendent. Il est impérieux de la bien régler, de ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher, et c'est ce qu'on ne doit pas trouver parmi nous. Et ce livre finit par « Seul le prince éclairé et le digne général peuvent gagner à leur service les esprits les plus pénétrants et accomplir de vastes desseins. Une armée sans agent secret est un homme sans yeux ni oreilles. » Cela a été écrit il y a 26 siècles. C'est l'un des plus vieux traités de questions militaires de l'histoire écrite. Très près de nous, dans le temps, il y a Gaston Boutoul qui a dévoué sa vie à étudier les conditions de la paix. Il a été cité en exergue de cet éditorial. Dans le même livre, il dit aussi « D'où la difficulté d'innover autrement que verbalement, surtout lorsque l'on part de prémices idéalistes et sublimes, mais vieilles comme le monde et qui, hélas, n'ont jamais réussi à nous épargner les hécatombes. Nous retrouvons là les démarches louables du pacifisme incantatoire. Elles font l'accord sentimental de tous, car nous sommes tous pour le bien et contre le mal, l'injustice et la violence. Mais elles ne résolvent rien et ne nous apprennent rien. » Page 100 de la même édition. Je crois que les propositions de Jean-René Marcel Sauvé et la présentation de VGS apprennent quelque chose, c'est pourquoi elles sont soumises à nos lecteurs. Évelyne Dubois. C'était l'éditorial. Alors, le problème de la défense du Québec par VGS. Je ne sais pas qui est VGS. Au cours de son enquête sur le rôle de la police dans l'affaire du cambriolage de l'Agence de principe du Québec, la commission Kebble a ouvert un volet sur des projets anti-québécois d'une envergure autrement plus considérable. Nous n'avons pas, pour le moment, à nous attarder sur les détails de ces enquêtes qui font la manchette des journaux depuis déjà plusieurs semaines. Ce qui est important, c'est que ces événements nous ont permis de nous rendre compte, une fois pour toutes, que l'intention bien arrêtée de briser tout mouvement d'émancipation québécois se traduit par des actes qui tendent jusqu'aux extrêmes, c'est-à-dire vers l'intervention armée directe par la GRC et les forces armées canadiennes combinées. Ce phénomène nous surprendrait s'il était nouveau, mais justement, il ne l'est pas. Même l'intervention armée d'octobre 70 ne constitue pas un précédent, car la menace s'est fait sentir à plusieurs reprises et à intervalles réguliers dans le passé, ce qui nous permet de présager l'avenir sans nous faire d'illusions. Ces mesures qui nous visent s'inspirent du même mépris, de la même haine et du même fanatisme qui, tantôt froid jusqu'à devenir glacial, explose de temps à autre et nous éclabousse. Il y a eu des moments où elle a atteint un paroxysme, comme par exemple en 1948, lorsque le très révérend pasteur Shield, un orangiste de Toronto, présenta au ministère de la Défense à Ottawa un plan pour l'extermination pure et simple des Canadiens français. Le général Charles Fulcase, qui était alors chef du grand état-major, lui fit comprendre qu'il y avait autour de 200 000 Canadiens français dans l'armée, sur un total de 435 000 qui avaient constitué l'armée de la Seconde Guerre mondiale, et que la presque totalité de ces francophones appartenaient à des unités de combat qui avaient fait leur preuve en Europe contre les troupes de choc SS d'Adolf Hitler. En fait, les Canadiens français formaient le gros des troupes de première ligne, ceci parce qu'on ne les considérait pas suffisamment smart pour occuper des postes à l'administration et aux opérations stratégiques. Le pasteur Shield a fini par réaliser qu'il serait bête de croire que ces soldats iraient maintenant abattre leurs parents et leurs amis et retourneraient ensuite leurs armes contre eux-mêmes au nom du serment qu'ils ont été obligés de porter à la couronne britannique. Tout fanatique qu'il était, le cher pasteur Shield a fini par comprendre ses limites et force lui fut de retourner à Toronto sans que son pet project puisse se réaliser. Le pasteur Shield est mort depuis plusieurs années, ce qui est une bénédiction. Autrement, la guerre civile aurait probablement éclaté comme en Irlande du Nord. Curieusement,
le fanatisme et la bigoterie en Irlande du Nord sont associés avec le nom d'un autre pasteur, le révérend Ian Paisley, homologue du pasteur Shield, avec cette différence que le pasteur Paisley est en pleine santé et en pleine force. Pour nous, le départ du pasteur Shield ne signifie aucunement la fin de la menace. Au contraire, et nous en avons la preuve par les lettres virulentes qui affluent chaque semaine dans les journaux du Canada anglais, et ce depuis de nombreuses années. Écrites par des anglophones de Toronto, Winnipeg, Halifax, Vancouver et même Montréal, ces lettres recommandent de passer l'armée au travers du Québec to clean up that mess, pour nettoyer cette saleté. Cette haine et ce mépris existaient bien avant la séparation, bien avant que le séparatisme fasse son apparition au Québec. En 1948, il n'y avait ni séparatisme ni indépendantisme, seulement quelques revendications timides contre lesquelles on a opposé, comme d'habitude, un refus glacial. Il n'y avait pas non plus de séparatisme en 1914, lorsque le gouvernement fédéral envoya des régiments de Toronto à Québec. Que les troupes aient fait feu sur la population à ce moment, il n'y a pas à s'en formaliser, ni à s'en scandaliser, pour la simple raison qu'il serait naïf de croire, de notre part, de s'attendre à autre chose. Ce qui est plus grave, ces soldats anglais étaient dirigés, commandés par des Canadiens français, lesquels avaient été promus au grade de colonel et de général, non par compétence, et encore moins à cause de leur jugement, comme en témoignent les événements, mais par la seule vertu de leur apléventrisme. Pour le Canada anglais, il semble n'y avoir qu'une seule issue. Ou bien nous nous soumettons et cessons nos revendications, ou bien nous allons y goûter. C'est à Ottawa que revient le droit de nous dicter une ligne de conduite, et nous n'avons pas à chercher à nous assurer nous-mêmes et tracer notre propre ligne de conduite. La seule attitude convenable pour un Québécois ou un Canadien français est l'apléventrisme, qu'on se le tienne pour dit. Autrement, c'est l'armée qui va intervenir, c'est l'armée qui est entretenue et payée par des taxes perçues au Québec chez les Québécois. C'est là un fait caractéristique d'une situation coloniale. Dans une colonie, en effet, ce sont les indigènes qui paient pour l'armée, qui doit servir contre eux en cas de révolte, et c'est avec des indigènes qu'on va mater d'autres indigènes. Cela ressemble à cette époque noire de l'histoire de l'humanité, au cours de laquelle les condamnés devaient payer le bourreau qui les exécutait. Des apléventristes, nous en avons toujours eu, quelques-uns, pas beaucoup, mais assez pour créer une impression sur les autres. La situation actuelle n'est donc pas tellement différente de l'ancienne. Cependant, ce qui est différent, c'est que le peuple québécois continue de lever la tête en dépit des efforts entrepris pour l'abattre. Depuis un an déjà, il tente de se lever tout à fait debout. Si on a déjà menacé de nous exterminer, alors que nous faisions tranquillement les petits toutous dociles dans notre coin, qu'arrivera-t-il donc maintenant que nous avons définitivement décidé d'agir en hommes et en femmes adultes? La question de notre protection et de notre défense se pose et le temps est venu d'ouvrir publiquement le débat à ce sujet. Les grands changements qui s'annoncent doivent se produire en paix et ce n'est pas sur la GRC ni sur les forces armées canadiennes ni même sur la Sûreté du Québec qu'il faut compter pour y parvenir. Déjà, des organisations chargées par le gouvernement fédéral de maintenir l'unité canadienne ont reçu pour mission de nous chercher des puces. Hypocritement, ils prétendent voir à ce que le référendum se fasse démocratiquement. Ils le savent bien, les fourbes, que le référendum se fera démocratiquement, mais on sait déjà à quoi ils veulent en venir. Si c'est oui, ils diront automatiquement que le référendum n'a pas été démocratique. Ce sera l'excuse toute trouvée pour ne pas en accepter le verdict et faire de nouveau planer la menace d'une intervention militaire massive. Toutes les avenues légales et morales seront débloquées et l'armée pourra alors intervenir en toute quiétude afin de régler une fois pour toutes la question québécoise. Le problème est réel. Il n'est pas celui des autres, mais le nôtre. Et ce problème, nous devons y apporter une solution jusqu'à très récemment.
Jusqu'à très récemment, l'étude de ce problème relevait d'un petit groupe d'hommes, tous membres de l'aile conservatrice du Parti québécois. Ces hommes furent guidés et conseillés par un spécialiste des questions de la survivance et de la défense des États, M. René Marcel Sauvé, géographe, indépendantiste de la première heure, qui a consacré des années à étudier le sujet et qui de plus s'est instruit par le travail alors qu'il était officier militaire. Le résultat des recherches entreprises est connu d'un bon nombre de membres du gouvernement et du parti, et maintenant il est temps de les faire connaître au grand public afin d'ouvrir effectivement le débat sur cette question devenue urgente et y apporter une solution pratique avant qu'il ne soit trop tard. Les propositions essentielles du projet. Alors, dès le printemps 1975, un texte exposant le problème d'une façon générale a été remis par M. René Marcel Sauvé aux principales têtes d'affiche du parti, ainsi qu'à plusieurs autres membres qui sont maintenant députés et qui siègent au gouvernement. Un bon nombre de députés cherchent à approfondir davantage le sujet car ils l'admettent être profane en cette matière. Ils ont alors demandé à l'auteur d'écrire un texte encore plus explicite et détaillé sur ce sujet et de le publier dans un livre afin d'en instruire le public. C'est actuellement ce qui est en train de se faire. Cependant, en attendant que le livre paraisse, M. Sauvé a consenti à remettre au jour une copie de son texte d'une 50aine de pages. Comme nous verrons, il s'agit principalement de problèmes de la défense québécoise après que la souveraineté sera acquise. Après que la souveraineté sera acquise. Lorsque le Québec aura cessé d'être une simple région administrative, il sera devenu un État normal. Compte tenu de la manière dont la situation est en train d'évoluer, il faudra que l'auteur trouve également une solution pour accéder à la souveraineté sans passer par la guerre civile. Il y a sans doute pensé et il se pourrait même qu'il ait pris les devants. Voici donc les principales propositions soumises par René Marcel Sauvé au Parti québécois et à partir desquelles la politique de défense et de sécurité du Québec va être constituée. Ces propositions ont d'abord été soumises par des exposés verbaux et elles précèdent le texte écrit qui a été ensuite remis aux membres du Parti québécois qui se sont occupés de cette question. Nous reproduisons ici les thèmes essentiels de ces propositions ainsi que le texte intégral d'une proposition plus vaste. Une première tranche cette semaine et la seconde la semaine prochaine. À la demande générale, toutes ces questions ont été reprises par l'auteur afin d'être développées et expliquées davantage dans un livre qui doit apparaître prochainement. Donc, je vais interrompre ma lecture ici et je continuerai la semaine prochaine sur les différentes parties de ce qui a été proposé à ce moment-là. Merci. 77. On a peur de parler de ça. Je vais vous dire, ce texte-là et ces textes-là ont déjà été mis sur le site web de Cap sur l'indépendance et ils ont été censurés, expurgés, scrappés. Alors aujourd'hui... C'est quoi les raisons? Par qui? Parce que ça parle de fusil et de défense nationale. OK. C'est de l'autocensure. C'est de vigile. Merci. Bon, bravo. Vas-y, je veux juste ajouter... Non, ce que je sens, ça vient, et que ce soit Jean-Martin Hassan qui ne veut pas parler de ça, que ce soit le Parti québécois qui ne veut pas en parler, ou que ce soit un paquet de gens qui ne veulent pas en parler. C'est qu'ils ont toujours le souci d'être séduisant et de séduire des gens qui ne sont pas convaincus. Et des gens qui ne veulent pas nécessairement penser à ces choses-là. Donc, on essaie tout le temps de viser les bons côtés et les beaux côtés. C'est comme une campagne publicitaire. C'est comme du marketing, c'est pour aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux intéressés, tu sais, mais pour la majorité des indépendantistes qui sont sérieux, c'est qu'ils veulent penser à ces questions-là parce que c'est sérieux. Donc c'est ça, je crois que tous ces organismes-là qui ne parlent pas de ces choses-là, et puis les militants qui ne veulent pas en parler, ou les partis qui ne veulent pas en parler, ils jouent à l'autruche, puis dans le simple... C'est une peur de perdre des appuis, de se retrouver encore dans la défaite parce qu'on considère que la majorité de la population sont frileux et veulent pas parler de ces choses-là et veulent pas affronter ces choses-là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas, mais je crois que pour tout peuple, c'est important de considérer ces questions-là qui sont primordiales, qui sont nécessaires. Puis on peut pas parler de l'indépendance sans parler de ces choses-là.
Fait que si un organisme comme Cap sur l'indépendance ne veut pas parler de ces choses-là, ou le parti de Jean-Martin Racine qui dit « Oh non, non, on ne parlera pas du militaire », ben c'est parce qu'ils sont pas sérieux. Bonjour mes amis, Jean-Claude Sylvain-Guay. Alors on a parlé aujourd'hui de défense, de liberté, d'imagination. Et ça m'amène à me poser des questions sur beaucoup de personnes en ce moment qui prennent des décisions dans notre beau Québec, comme Mme Grant des écoles et hautes études commerciales, institutions hautement reconnues mondialement et de façon historique était l'institution des nationalistes pour bâtir cette élite qui allait prendre évidemment d'assaut le monde des affaires, le monde de l'économique à l'international et ici. Et nous avons ici des questions à se poser. Mme Grant a eu cette brillante idée d'écrire à ce moment-là, de mettre sur pied un programme de maîtrise uniquement en anglais pour satisfaire une clientèle venant de l'Inde et de la Chine. On veut bien des gens venant de l'Inde et de la Chine et de partout dans le monde, mais ici, ça se passe en français et ça peut être clairement dit, comme au Japon. Lorsque vous allez étudier au Japon, vous avez 6 mois à apprendre le japonais pour pouvoir étudier dans une école au Japon et à l'université pour des études donc supérieures. Et là, c'est intéressant. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire ici, chez nous? C'est très simple. Vous prenez des gens qui viennent de partout dans le monde, vous les intégrez à la société québécoise en ayant un 6 mois intensif de l'apprentissage de notre belle langue, la langue française, et là, vous les faites participer. C'est autrement que de les faire manger du pâté chinois, puis à leur dire, vous partagez notre culture et notre belle histoire québécoise. Alors que le pâté chinois, on se rappelle, c'était un menu vraiment là, le plus basique qui était fait pour nourrir justement des Chinois qui bâtissaient le chemin de fer à travers l'Ouest et qui était donc, somme toute, une exploitation d'une population, d'une main-d'œuvre à bon marché. Et ça, on connaît ça aujourd'hui encore, et particulièrement en Chine et en Asie. Alors ici, on ferait venir des gens à même nos taxes, nos impôts, pour pouvoir, à ce moment-là, donner un avantage, disons, une formation en anglais, et c'est au détriment de la population québécoise, mais pas seulement québécoise, au détriment des francophones qui viennent de partout dans le monde, étudier ici, en français, comprendre, et on utiliserait ces fonds publics pour enrichir encore plus le Québec, Montréal. Une fois pour toutes, c'est assez. Pour se le dire, la langue française est une langue non seulement internationale, mais une langue de la diplomatie, une langue reconnue. Certes, elle a perdu des plumes au courant des dernières décennies, mais elle peut revenir si nous affirmons ici notre État, un État national, un État indépendant. Un Québec indépendant serait sûrement attirant pour beaucoup d'intellectuels, de gens brillants qui viendraient de par le monde, ici, étudier notre nouvelle façon de voir des choses, de voir le monde, et non pas un monde unipolaire, unidimensionnel, qui serait simplement une reproduction de ce qui se fait ailleurs. Et non, c'est là qu'il faut revenir à l'imagination, mes amis. L'imagination. C'est ce qui nous manque dans notre société. C'est ce que nous avons besoin pour se libérer, de l'imagination. Certes, avoir trop d'imagination pour certains, c'est de la folie, c'est de l'absurdité, c'est de la rêverie, de l'utopie. Mais nous n'y croyons pas. Ne croyez pas ceux qui vous disent que vous êtes fous d'imaginer un monde meilleur. Pensez-y, concevez-le, projetez-vous dans l'avenir. Avec des plans, avec une réflexion, étudiée, bien pensée, vous allez aller plus loin que beaucoup d'autres avant vous ont resté sur place et à écouter les peurs des autres, le manque de courage, le manque de vision. Et c'est ce que nous devons nous libérer
avant tout de nos chaînes, de ces chaînes de l'esprit qui nuisent à l'émancipation de notre peuple. Une fois pour toutes, lorsque nous aurons compris que c'est par l'imagination, c'est par notre ressource, nos ressources humaines, personnelles et collectives, que nous y arriverons une fois et bientôt, nous y arriverons. Madame Marois est en train de remonter la pente. Elle est en train de prouver qu'elle est une femme d'État. Non pas un homme d'État, mais une femme d'État. Véritablement, donc la personne qui doit prendre les rênes de cet État. Peut-être ne fera-t-elle pas l'indépendance. À nous, à ce moment-là, de la société civile, de pousser vers le haut le peuple. Ce n'est pas nécessairement l'élite. L'élite va suivre souvent ce que le peuple lui dicte de faire. Et c'est à nous, nous qui avons la conscience historique, conscience politique, économique, sociale, de connaître les problèmes en ce moment. Les problèmes qui sont partout, inhérents, d'assimilation, d'anglicisation et de défaite, de défaitisme ambiant. N'ayons le courage, mes amis. Reprenons-nous en main, une fois pour toutes. Laissons faire ceux qui nous disent que nous ne sommes pas capables de réaliser nos rêves. Laissons-les mourir derrière. Laissons-les pourrir comme ils sont en train de le faire. Laissons-les dans les oubliettes, sur les tablettes. Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous avons besoin de rêveurs, de faiseurs, de grandeur et de victoire, mes amis. La victoire est proche. La victoire est nôtre. Elle est nôtre et elle sera bientôt la vôtre. À bientôt. Bravo! Bon, c'est bien. Je pense qu'il n'était pas mauvais. Oh. Quelqu'un d'autre? Lisons la peut-être. Que d'imagination. Oui. Mais le froid nous emporte. Mettez des gants. Bon, on arrête-tu? C'est fini? Ben, La lecture de la déclaration. Ah, OK. Ouais, lisons la déclaration. On va couper les Et partons vers de plus chaudes contrées. Ah, je pense que c'est notre plus dur qu'on a eu. À date. Ah, je suis pas sûr, moi, c'est avec la grêle. la grêle, le verglas. On avait tous nos parapluies, là. Il n'y a pas de parapluie. Quelqu'un veut la lire? Veux-tu la lire? Non? Veux-tu la lire? Il l'a pas lu. Lui, il l'a déjà lu. Ben, il l'a déjà lu. Je la connais même pas. Regarde, il l'a déjà lu. Veux-tu la lire? Non, c'est pas. Ben, c'est de la lire. bon, alors je reviens pour la fin. Déclaration. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Mais le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci.